chers téléspectateurs, vous êtes sur Canal 3 Monde, votre chaîne d'analyse et d'information. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème lié au domaine des finances publiques, la dette publique. Cette dette se définit par les spécialistes comme étant l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunts par l'État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement. Entendez certaines entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, etc. Au sein de la dette publique, on distingue la dette publique intérieure, détenue par les agents économiques résidant dans l'État émetteur, et la dette publique extérieure, détenue par les prêteurs étrangers. C'est spécifiquement à cette dette extérieure et à ses conséquences sur le développement des États africains que nous allons nous intéresser maintenant. À cet effet, à nous les idées, à inviter pour vous et en avant-première l'auteur et réalisateur d'un film qui paraît le 17 octobre sur la télévision suisse romande et le 19 octobre sur Arte, la chaîne franco-allemande. Le titre de ce film, c'est « Le salaire de la dette » et son auteur, présent ici, et qui sera désormais familier à tous ceux qui auront compris ce qu'on entend par dette, c'est M. Carlon. Monsieur Carlon, bonjour. Bonjour, M. Vert. Vous avez produit un document que je considère comme étant un chef-d'œuvre. Je ne peux résister à la tentation, avant de commencer notre entretien, de le partager, au moins les premières parties, avec notre auditoire, nos téléspectateurs. Qu'en pensez-vous? Volontiers, on peut y aller. L'Afrique, sous perfusion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, croule sous le poids de sa dette extérieure et demeure le continent de la grande pauvreté et des inégalités. Tant qu'on sera dans cette emprise de la dette, tant qu'on sera dans cette domination de la dette, tant qu'on sera, je dirais même, dans cet esclavage de la dette, c'est comme ça qu'ils ne s'occupent pas du social, de la santé, de l'éducation. Mais vous vous imaginez, on doit sacrifier des enfants congolais qui doivent mourir, qui ne doivent pas étudier pour payer la dette. Et la communauté internationale parle de la générosité. Maintenant, on parle de l'annulation de la dette comme générosité en confisquant les ressources du pays. La dette sert à maintenir à genoux ces pays détenteurs des matières premières, de les maintenir à genoux. Elle sert à contrôler politiquement, économiquement les pays de l'hémisphère sud. Après avoir regardé ce court extrait, pour donner juste envie à nos téléspectateurs d'aller le regarder, que trouve-t-on dans ce film, M. Carlon? Bon, je suis allé à la rencontre de l'Afrique pour voir exactement ce qui se passe avec le phénomène de la dette et voir pourquoi l'Afrique aujourd'hui est encore un pays pauvre alors qu'elle est assise sur des richesses naturelles assez incroyables. Et, par exemple, je prends l'exemple de la RDC qui est vraiment un coffre-fort, qui est un pays qui est assis sur des richesses fabuleuses, que ce soit au niveau des minerais, que ce soit au niveau de l'énergie, des forêts. C'est la deuxième quand même, la deuxième forêt équatoriale. Donc c'est un pays qui devrait être riche aujourd'hui et la population vit avec $1 par jour. On ne peut pas comprendre ça. Et du coup, vous commencez par aborder les mécanismes financiers, par exemple l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est parti des institutions internationales qui ont été créées en 1944, Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, qui étaient là pour aider les pays qui sortaient de la guerre à sortir et à refaire surface. Après, une fois que lorsque les pays occidentaux se sont sortis de l'impasse de la guerre, le FMI, la Banque mondiale, s'est attaqué au développement des pays sous-développés et notamment à l'Afrique. Et dans les années 70-80, les pays africains, lorsqu'ils sont sortis du colonialisme, lorsqu'ils ont acquis leur indépendance en 60, dans les années 60, ils se sont largement endettés pour commencer à se développer. Et quel est donc le revers de cet ajustement? C'est qu'il faut rembourser. Quand on s'endette, il faut rembourser.
Et les institutions internationales se sont rapidement, ont rapidement compris qu'à travers ce système de la dette, on pouvait installer un système de domination des pays. Donc, comment dominer les pays? On ne va pas entrer dans les détails du film, mais après vous abordez un deuxième outil qui va succéder à l'ajustement structurel, c'est-à-dire les initiatives PPTE. Je n'ai pas encore parlé des ajustements structurels. L'ajustement structurel, c'était pour le FMI à créer les plans d'ajustement structurel parce que les pays, justement, étaient en difficulté pour rembourser. Parce qu'à un certain moment, ils s'étaient endettés, mais à des taux très bas. Et brutalement, dans les années 80, suite à la crise du pétrole, les taux se sont envolés et on est passé de 1-2% à des taux qui avoisinaient les 20%. Donc les pays se sont trouvés étranglés par la dette. Ne révélez pas tout du film. Alors donc, le deuxième outil dont vous parlez, c'est l'initiative PPTE. Ouais, qui... vous allez toujours trop vite. Trop vite. À vous t'aider à votre ajustement. L'ajustement structurel, c'était justement le nœud du problème. L'ajustement structurel, c'était pour le FMI a créé l'ajustement structurel pour que les pays puissent rembourser. Vous n'avez pas d'argent. Les pays qui étaient les nouveaux pays tout neufs avaient leur propre monnaie. Oui. Et cette monnaie n'avait aucune valeur sur le plan international. Donc il fallait rembourser en dollars. Comment avoir des dollars? Il fallait exporter ces matières premières. Donc il fallait créer des choses dont les pays du Nord avaient besoin. Du coton, du cacao, du café, tout ça. Autant de choses que les Africains ne mangent pas. Tout à fait. Alors au lieu de développer les cultures vivrières, on a développé des cultures qui servaient à l'exportation pour faire rentrer des devises, pour pouvoir rembourser la dette. Et on voit aujourd'hui ce que ça donne. Mais comme ça ne suffisait pas, il fallait privatiser. Le plan d'ajustement structurel, c'est imposer des privatisations, parce que ce qui coûte cher dans un pays, c'est les administrations, l'école publique, la santé, les hôpitaux, le transport, l'eau, tout ça. Tout ça, ça coûte cher. Donc si on supprime toutes ces dépenses, pour rembourser la dette, on rembourse la dette. Donc on appauvrit le pays, puisque les gens ne peuvent plus accéder à l'éducation, non plus la santé, tout ça. Donc voilà, l'ajustement structurel qui ne sert qu'à rembourser, appauvrit le pays. C'est le revers, en fait, de ce, entre guillemets, crédit qu'ont contracté les pays africains. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, l'ajustement structurel posait des problèmes à ces pays. Et dans les années 90, lorsque James Wolfensohn a pris la direction de la Banque mondiale, il a fait cette réflexion. Il s'est aperçu justement qu'on prêtait, mais il n'y avait jamais rien dans les coffres. Donc il a créé cette initiative Pays pauvres très endettés, qui devait amener les pays à l'annulation progressive de leur dette. Mais pour arriver à cette annulation progressive de leur dette, il y avait des conditions évidemment à remplir. Et ce qui les a menés à atteindre ce qu'ils ont appelé un point d'achèvement. Quand les pays atteignaient ce point d'achèvement, on pouvait envisager d'annuler la dette. La dette extérieure, attention, parce qu'il ne faut pas confondre toutes les dettes. Il y a les dettes multilatérales qui sont les dettes qu'on doit aux institutions multilatérales et aux pays, les pays du Nord, les pays riches. Ça, ce sont les dettes extérieures. Et puis après, il y a les dettes intérieures, c'est celles qui vont vous emprunter, le pays emprunte à une banque. Ça, c'est une dette bilatérale. Et donc, celle-là, on n'y touche pas. Celle-là, vous la devez. C'est celle dont j'ai parlé en introduction, un peu, cette nuance. Et vous parlez aussi d'un autre mécanisme financier qui est celui des fonds vautours. Les fonds vautours. Arrivé à un certain moment, lorsque vous avez l'annulation des dettes, il y a encore des dettes à payer, mais cela, les banques savent que les banques ou les États à qui vous devez de l'argent savent que vous ne pourrez jamais la rembourser. Donc il y a des fonds qui rachètent la dette et qui, eux, portent plainte contre le pays et essayent de se faire rembourser. Donc ils achètent pour rien du tout et ils se font rembourser 100 fois, 200 fois la mise. Et ensuite, vous parlez aussi, dans ce film, des éléphants blancs. Qu'est-ce que c'est? Les éléphants blancs. Oui. Alors les éléphants blancs, ça aussi c'est une belle invention des institutions internationales notamment et des pays donateurs. On vous prête de l'argent pour construire quelque chose qui ne va pas servir au pays, qui va pas servir aux gens.
Ça sert soit à faire entrer de l'argent dans les poches de certains dirigeants, soit on vous crée, par exemple, un barrage dont vous n'avez pas forcément besoin. Vous donnez des exemples dans le barrage d'Inga, par exemple, qui a été un barrage qui aurait pu alimenter en courant, en électricité, tout le pays, toute la RDC. Et en fait, bon, le barrage a été créé pour amener le courant à 2300 km au Katanga par une ligne à haute tension qui est aussi un éléphant blanc, c'est-à-dire une ligne à haute tension qui ne sert à rien, qui n'amène pas le courant aux gens. Les gens voient passer le courant au-dessus de leur tête et les villages sont dans le noir. Quand même, toute la population rembourse le barrage et la ligne à haute tension et il n'y a pas d'électricité. Et il y a d'autres exemples dans le film. Une usine qui a été construite pour faire une usine métallurgique qui n'a jamais marché. Et le pays s'est endetté monstrueusement pour pouvoir faire une usine métallurgique, alors qu'on fait venir les métaux d'Europe pour les transformer là, alors que le pays a ses propres richesses et on ne les exploite pas dans cette usine. Et l'usine est fermée depuis des années. C'est une usine moderne, magnifique, qui ne fonctionne pas. Un bel éléphant blanc. On le voit, que le pays rembourse. C'est très impressionnant dans le film. Et puis après, vous parlez aussi de personnages tels que Thomas Sankara. Enfin, c'est pas vous directement, mais dans le film. Des gens comme Thomas Sankara qui se sont levés contre ce système de la dette, ont commencé à vouloir refuser, dire je ne vais pas payer une dette qui est odieuse, c'est une dette qui ne profite à personne, donc moi je refuse de rembourser, j'arrive au gouvernement, je refuse de rembourser cette dette, je ne me sens pas responsable d'une dette qui ne sert à rien. Et dans le film, je crois comprendre que c'est un peu son arrêt de mort là qu'il... Un mois après, il se faisait assassiner. Il y a des atteintes plus subtiles. On le voit dans le reportage, des atteintes à la souveraineté. Et là, on parle du code minier qui est imposé au Mali, par exemple. Le code minier, oui, on impose on redistribue. Oui, oui. Non, c'est-à-dire que, oui, vous parlez du code minier qui a été imposé au Mali. Oui, les richesses du Mali ont été divisées au lieu d'aller directement à l'État, soi-disant que l'État n'est pas capable de gérer ces mines. Donc on les confie pas à des institutions, on les confie à des multinationales pour gérer ça, soi-disant parce que le pays n'a pas les moyens d'extraire lui-même ses richesses. Oui. Et en fait, le pays ne bénéficie que de 20% de ses propres richesses et tout le reste part à l'extérieur. Donc, un pays qui est assis sur des richesses fabuleuses ne voit jamais le bénéfice de ces richesses. Tout part ailleurs. Il y a d'autres témoignages dans le film et je ne peux me retenir de vous poser la question. Pourquoi avoir fait ce film-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lie à l'Afrique? Parce que c'est quand même un combat. On a parlé de Thomas Sankara qui a dénoncé ce type d'événement. Mais vous, pourquoi avoir fait ce film-là? Comme je vous l'expliquais avant d'arriver sur ce plateau, je suis pratiquement né en Afrique. Donc j'ai vécu très longtemps en Afrique en tant qu'enfant. Je me suis élevé là-bas avec les Africains à une époque où il n'y avait rien. Je suis arrivé en Afrique en 1946, il n'y avait pas d'électricité. Donc j'ai vécu l'Afrique originelle, très dans mes tripes, quoi, dans la très fort. sobriété. Et j'ai beaucoup de mal à voir que l'Afrique aujourd'hui ne s'en sort toujours pas. Mais j'ai confiance parce que je sais qu'il y a des hommes aujourd'hui comme Victor Tnouzi, comme d'autres, qui sont prêts à relever le défi du développement. Notre émission se termine et c'est justement ce terme-là, ce mot confiance, avec lequel nous allons boucler cette émission. C'est la fin aussi du film que vous pourrez regarder très bientôt sur les écrans parce que c'est un film qui ne pourra pas passer inaperçu. Vous êtes sur Canal 3 Monde et nous vous demandons de rester avec nous. Il y a d'autres émissions toujours instructives, culturelles, politiques, informatrices.